Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire organisé par Direction, le magazine des équipes de direction du secteur social et médico-social et le cabinet Picard Avocat. Je suis Noémie Gilliotte, rédactrice en chef de Direction, et pour cette nouvelle session, nous vous proposons de faire le point sur le casse-tête des indemnités dites Ségur qui vise la revalorisation de certains métiers dans certains secteurs. Alors pour éclairer nos lanternes, Cécile Noël, qui est juriste au cabinet Picard Avocat, qui est un cabinet dédié aux organisations de l'économie sociale et solidaire et qui intervient sur tous les volets du droit social, répondra à vos interrogations. Nous vous prions d'excuser l'absence de Stéphane Picard qui ne peut être avec nous du fait d'une urgence pour une audience ce matin. Vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la présentation de ce webinaire dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat. Et Cécile Noël y répondra en fin de webinaire. On vous recommande aussi de porter peut-être des oreillettes pour mieux nous entendre et pour la qualité du son, notamment parce que nous vous enverrons un replay dès la fin de cette séquence. Nous vous ferons aussi parvenir un compte-rendu qui permettra de répondre à toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre, sachant que ce webinaire se concentre bien sur les aspects de droit social et non sur les aspects budgétaires de ces indemnités Ségur. Alors, vous vous en souvenez, les accords du Ségur de la santé ont été signés en juillet dernier par le gouvernement et une majorité d'organisations syndicales des professions médicales et des personnels médicaux de l'hôpital public. Ainsi, la revalorisation salariale réglementaire de 183 € net par mois s'applique uniquement aux professionnels des établissements de santé des EHPAD publics. Mais quelques jours après, le ministère des Solidarités a précisé que ces dispositions et ces mesures de revalorisation devaient être transposées dans le secteur privé non lucratif, mais sous réserve de la conclusion d'accords collectifs négociés et sous réserve qu'un financement national spécifique soit apporté. Dans le même sens, l'article qui met en œuvre ces engagements du Ségur dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 rappelle que pour les établissements du privé non lucratif et pour les établissements commerciaux, des accords conventionnels doivent être conclus par les partenaires sociaux dès 2020 pour mettre en œuvre cette revalorisation salariale. Au final, les partenaires sociaux du secteur social et médico-social ne se sont pas accordés au niveau des branches pour conclure ces accords de transposition. La Croix-Rouge, si elle a conclu un accord avec ses organisations syndicales représentatives, la FEAP et Nexem sont passées par des décisions unilatérales. Une recommandation patronale en date du 24 novembre 2020 pour Nexem et 2 décisions unilatérales du 26 octobre pour la FEAP. Ces décisions unilatérales, comme l'accord collectif de la Croix-Rouge, ont été agréées. Ils sont donc applicables. Et il s'applique aux adhérents de la FEAP et de Nexem, et non pas à ceux qui appliquent de façon volontaire ces textes conventionnels, puisque les conventions collectives de 51 et de 66 ne sont pas étendues. Alors, en pratique, outre les difficultés juridiques et techniques qu'entraîne l'application de ces textes, et que Cécile Noël va vous détailler sur le plan social, des revendications sont portées, tant par les syndicats salariés que par les fédérations patronales, pour étendre le bénéfice de l'indemnité Ségur au secteur du handicap, du domicile, de la protection de l'enfance, de l'insertion, mais aussi la protection juridique des majeurs et de l'hébergement des personnes âgées non dépendantes. Une première avancée semble avoir été opérée avec l'engagement du ministère d'étendre le versement d'un complément de traitement indiciaire aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement sanitaire public. Un premier pas, mais insuffisant pour les partenaires sociaux qui demandent une juste reconnaissance de l'ensemble des professionnels du secteur social et médico-social, quel que soit le statut juridique de l'organisme gestionnaire. Cette reconnaissance pourrait passer par le biais de la mission confiée à Michel Laforcade, qui est l'ancien DG de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et sa mission porte sur la revalorisation des métiers du secteur social et médico-social. Cette mission doit se conclure en juillet 2021. Les auditions des différents acteurs sont en cours, avec pour ambition de corriger ces effets inéquitables dus au Ségur de la santé sur les personnels du secteur social et médico-social. Outre le sentiment d'injustice, le versement ou non de l'indemnité Ségur entraîne aussi de fait une concurrence entre les secteurs publics, les EHPAD et les établissements de santé d'un côté, les établissements des secteurs sociaux, médico-sociaux de l'autre, et les employeurs se retrouvent déjà confrontés à des départs de salariés, à des difficultés de recrutement encore accrues. Alors la question du versement d'indemnité
devient même une question qui est posée par les candidats à l'emploi lors du recrutement, puisque cette indemnité, en plus, a été fortement médiatisée. Alors, est-ce qu'il s'agit uniquement de différences de temporalité, comme le promettait en décembre le ministère de la Santé? En attendant, Cécile Noël va vous détailler les dispositions des décisions unilatérales qui ont été prises pour les adhérents Nexem et la FEAP, pointer les difficultés ou les spécificités d'application auxquelles vous pouvez être confrontés, et puis ouvrir sur les options qui s'offrent à vous. Alors maintenant, c'est à vous, Cécile. Merci beaucoup Noémie, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être si nombreux ce matin. C'est manifestement un sujet assez brûlant pour un certain nombre d'entre vous. Le but de ce webinaire, c'était vraiment de faire remonter les questions que nos propres clients nous ont remontées, les échanges qu'on a pu avoir avec eux, les difficultés qui ont été soulevées, les solutions qu'on peut apporter, et voilà, de faire le point sur tout ça, sachant que je vais vous détailler les dispositions applicables pour les employeurs adhérents à la FEAP et à Nexem. J'ai vu, alors on n'est pas encore dans le temps de questions-réponses, mais qu'une question avait été posée sur le fait de savoir s'il faut être adhérent à la FEAP pour appliquer le Ségur. Le fait est que dans notre secteur, les conventions collectives ne sont pas étendues, contrairement à beaucoup d'autres secteurs. La 51, la 66 sont des conventions collectives non étendues, ce qui fait que pour qu'elles s'appliquent obligatoirement à vous en tant qu'employeur, il faut soit que vous adhériez à l'organisation patronale signataire, soit que vous en fassiez une application volontaire, par accord collectif, décision unilatérale, peu importe. Le fait est que si vous faites une application volontaire de la convention collective, vous appliquez le texte de la 66 et ses avenants si c'est prévu, ou de la 51 si c'est la FEAP, mais là on parle bien d'une décision unilatérale. Pour la FEAP, c'est 2 DIE, pour Nexem, c'est une recommandation patronale, ce qui revient au même, et donc en principe, vous n'êtes donc pas, vous ne voyez pas opposer l'application de cette indemnité. Ça n'empêche pas, évidemment, que vous puissiez verser l'indemnité Ségur dès lors que vous obtenez les financements nécessaires et que vous entrez dans le cadre juridique de l'indemnité Ségur. Vous êtes un établissement de santé, vous êtes un EHPAD, évidemment, vous allez percevoir les financements correspondants, en tout cas, on l'espère, on y reviendra, correspondant au versement de l'indemnité Ségur. Vous pouvez soit appliquer la décision unilatérale FEAP si vous le souhaitez, soit prendre une décision unilatérale maison au sein de votre association ou un accord collectif sur le sujet. Mais effectivement, ces DUE s'appliquent de plein droit aux seuls adhérents de la FEAP et de Nexem, puisque justement, ce n'est pas un accord collectif, il n'y a pas eu d'accord avec les partenaires sociaux. Si ça avait été un accord collectif, vous auriez dû l'appliquer. Là, c'est une simple décision unilatérale. Donc voilà pour ce premier passage introductif qui est quand même pourquoi nous devons appliquer ces dispositions-là. Je ne vais pas revenir sur tout le détail des modalités de versement, des conditions, du montant de la prime. Je pense que tous ici savaient le montant de cette prime-là. Normalement, la FEAP et Nexem ont diffusé des circulaires, des petites notes justement venant vous expliquer les modalités d'application. Donc l'idée, c'est pas de revenir sur tout ça. Dans le compte-rendu, on vous fera un petit récap de toutes ces modalités, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de faire un focus sur les petits points qui peuvent poser difficulté. Alors, premier point sur les dispositions applicables aux employeurs adhérents à la FEAP et à Nexem, les personnels éligibles. Alors, en principe, ça paraît simple. On parle des personnels non médicaux, des établissements de santé et des EHPAD. Alors, personnels non médicaux, on vise bien tous les salariés, CDI, CDD, temps plein, temps partiel, pas de condition d'ancienneté. En tout cas, les décisions unilatérales ne fixent vraiment aucune autre condition pour être éligible à cette indemnité Ségur. Par personnels non médicaux, on entend tous les personnels sauf les médecins. La FEAP est venue préciser que les pharmaciens étaient également exclus du champ d'application de la prime. Dans la décision unilatérale FEAP, on nous précise aussi que les salariés en contrat d'apprentissage, contrat pro ou contrat aidé ne sont pas éligibles, ce n'est pas précisé dans la recommandation patronale Nexem. Et évidemment, les prestataires extérieurs qui ne sont pas salariés, bien que côtoyant des salariés éligibles à l'indemnité Ségur, ne sont pas éligibles à cette indemnité. Donc, ce n'est pas à prendre en compte dans des contrats de prestation. Pour les bénéficiaires, on a également les personnels mis à disposition. Le principe, et j'y reviendrai après, si l'établissement est éligible et que le salarié est mis à disposition dans un tel établissement, le salarié mis à disposition doit en bénéficier. Donc ça, pareil, ça à prendre en compte dans vos conventions de mise à disposition. Il faut tenir compte du fait de savoir si l'établissement en question est éligible à l'indemnité Ségur ou pas du tout.
Autre point qui n'est pas évoqué dans les décisions unilatérales, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est le cas des intérimaires. Les intérimaires, le principe, même s'ils ne sont pas mentionnés, c'est qu'ils se voient appliquer la même rémunération conventionnelle. Donc les intérimaires, effectivement, je vois que la question avait été posée, même s'il n'y a pas de financement particulier de l'ARS sur ces personnels-là, évidemment, ils doivent le percevoir. Donc en fait, dans la refacturation, il faudra tenir compte de cette indemnité, peu important d'ailleurs que les DUE ou vos accords collectifs prévoient quelque chose pour ces personnels. Donc ça, c'est pour les personnels éligibles. Point important, le critère principal de versement de l'indemnité Ségur, question alors qui peut paraître simple et finalement vous allez le voir, elle soulève en pratique un certain nombre de difficultés que peut-être vous pourrez aussi nous faire remonter dans l'onglet questions ou chat, ça serait intéressant d'avoir vos retours, c'est le critère du versement. Est-ce qu'on parle de rattachement contractuel ou administratif à l'établissement éligible, EHPAD, établissement de santé, ou est-ce qu'on parle de l'exercice effectif du travail au sein d'un tel établissement, ou est-ce qu'on parle d'un travail pour un tel établissement? Parce que le lieu de travail pourrait très bien être différent et au final, on va exercer son activité pour un établissement éligible. Ça, il faut vraiment s'attacher à la rédaction, à mon sens, hein, des décisions unilatérales FEAP et NEXEM. Et sur ce point-là, on se rend compte que les critères retenus ne sont pas tout à fait les mêmes pour NEXEM et pour la FEAP. Pour NEXEM, je vais vous le dire, la formulation, elle est la suivante. Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont certains d'entre eux sont visés par le champ d'application du présent accord. Alors là, on voit le petit lapsus, hein, la NEXEM nous parle du présent accord alors que c'est une recommandation patronale, on est plutôt sur un accord avorté. L'indemnité mensuelle Ségur sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés. Donc là, la répartition du temps de travail pour NEXEM, elle est assez simple. Si c'est prévu dans le contrat, bah, vous faites un prorata, un pourcentage de l'indemnité Ségur en fonction de la répartition du temps de travail dans chaque établissement au sein du contrat de travail. S'il n'y a rien, on prend l'établissement, en fait, on se base sur la durée du travail effectué au sein de chaque établissement. Je vais revenir un petit peu après sur les difficultés posées par ce principe-là, mais en tout cas pour NEXEM, c'est le principe. Pour la FEAP, on applique directement le critère subsidiaire de NEXEM. La prime est calculée, et là je vais reciter, au prorata du temps accompli dans un établissement éligible. Le critère de versement de l'indemnité Ségur n'est donc pas le rattachement administratif ou contractuel du salarié à un établissement éligible, mais l'exercice effectif, qu'il soit total ou partiel, de l'activité du salarié au sein d'un tel établissement. Donc ça, c'est vraiment pour le critère comment je définis mon salarié, ma masse salariale éligible à l'indemnité Ségur. J'y reviendrai après, évidemment, en termes de coûts, d'aspect budgétaire et même d'aspect pratique des choses, c'est pas aussi simple. Mais voilà, critères de rattachement. Autre petit point technique sur l'application de ces décisions unilatérales, question qui avait été posée sur tout ce qui est heures supplémentaires, heures complémentaires. La réalisation d'heures supplémentaires par vos salariés n'entraîne pas une majoration de l'indemnité Ségur, c'est une indemnité qui est forfaitaire. Donc si votre salarié effectue des heures supplémentaires, on n'a pas de majoration de ce montant. Pour les salariés à temps partiel, les décisions unilatérales prévoient que l'indemnité est proratisée non pas en fonction de la durée du travail réellement effectué par la réalisation d'heures complémentaires, par exemple, mais en fonction de l'horaire contractuel de travail prévu. Pour les salariés à temps partiel, vous avez forcément la durée du travail qui est fixée au contrat. C'est ça qui doit être de lecture, en fait, pour savoir quel est le montant à verser à ces salariés-là. Petite précision pour le secteur, ce n'est pas envisagé dans les décisions unilatérales, mais vous savez qu'on a un accord de branche UNIFED sur les avenants complémentaires dans notre secteur qui s'applique. Si vous concluez un avenant complémentaire avec vos salariés, il faudra revaloriser l'indemnité Ségur, puisque là, on n'est plus sur la réalisation d'heures complémentaires, on est bien sur un avenant au contrat de travail qui vient temporairement augmenter la durée du contrat de travail, la durée du travail, du salarié. Donc, de fait, dans cette hypothèse-là, vous devrez revaloriser votre indemnité Ségur. Donc, c'est à prendre en compte. Petit point terminologique aussi, et pas de confusion à opérer, on nous parle d'indemnité Ségur, c'est son intitulé, mais attention, son régime juridique, c'est bien celui d'un élément de salaire. On n'est pas du tout sur le régime d'un élément indemnitaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en droit du travail, en protection sociale, quand on a une indemnité, elle est exonérée de charges sociales, de congés payés, etc. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment un élément de salaire comme un autre, assujetti à contribution sociale, au versement de l'indemnité de congés payés, etc. Donc ça, c'est important.
Après, que vous, par votre accord collectif internaute, vous l'appeliez autrement, c'est pas un problème. Bien que cette indemnité doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paye, je sais que voilà, les fédérations patronales, elles ont préconisé de garder cette appellation indemnité Ségur, déjà parce que ça parle à tout le monde, ça parle aux salariés, ça parle aux organisations syndicales, tout le monde sait de quoi on parle, et l'idée c'est aussi d'éviter que vous ayez une autre appellation sur le bulletin de paye qui porte à confusion, et que le jour où vous avez une contestation, il faut que vous puissiez justifier que le versement qui a été effectué, notamment pour ceux qui ont des proratisations de la prime, c'est bien cette prime-là. Donc sur la paye, bulletin de paye, indemnité Ségur, c'est très bien, mais ce n'est pas vraiment une indemnité, c'est plutôt une prime, ou en tout cas un élément de salaire. Pour les salariés qui ont quitté les effectifs, parce que évidemment, on y reviendra, vous pouvez verser la prime d'ores et déjà ou attendre les financements nécessaires. Vos salariés qui ont quitté les effectifs sont éligibles à cette prime-là, ce qui impliquera nécessairement de faire un bulletin de paie post-emploi, de régulariser le solde de tous ces salariés-là sont éligibles aussi à la prime, même s'ils ont quitté les effectifs depuis. Dernier point de vigilance qui me paraît important, et là c'est un écho, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup nous au cabinet sur les contrats de travail dans le secteur. Les conventions collectives vous disent il faut indiquer la convention collective applicable, pas de problème, mais attention à ne pas contractualiser les éléments de salaire que vous mettez dans vos contrats de travail, et ça c'est vraiment de manière générale. Tout est à titre indicatif, y compris l'application des dispositions conventionnelles. On ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite sur l'application des dispositions conventionnelles. Vous pourriez être amené à changer de disposition conventionnelle. Donc voilà, de manière générale, ça doit être un titre indicatif. Vous n'avez aucune obligation d'indiquer le montant de la prime Ségur dans vos contrats de travail. Vous pouvez le faire, je sais que ça peut rassurer certains salariés aussi à l'embauche, parce qu'évidemment, on va en parler, mais il y a tout un problème d'attractivité pour le secteur, et effectivement, le fait que cette prime soit versée pour les établissements concernés, c'est un élément important. Vous pouvez l'indiquer dans le contrat de travail, mais dans ce cas-là, bien mentionner que c'est à titre indicatif. Vous visez le cas échéant votre accord collectif ou la décision unilatérale FEAP ou NEXEM, et l'idée, c'est que si demain, il y a une modification sur l'application d'indemnité Ségur, il n'y ait pas de contractualisation de cet élément de rémunération. Donc ça, c'est important. Faites attention à ça sur la façon dont vous rédigez vos contrats de travail. Pour tout ce qui est prise en compte de l'indemnité Ségur dans les éléments de rémunération, je vous renvoie aux notes d'application qui ont été faites par les fédérations patronales, qui sont très bien faites. Je reviendrai après sur les petites problématiques que ça peut engendrer en termes de surcoût notamment, mais en tout cas, voilà, sur l'application prise en compte pour les indemnités de rupture, indemnités de congés payés, je vous renvoie à ces notes d'application. De toute façon, ça sera mentionné dans notre compte-rendu, je l'ajouterai sans problème. Dernier petit point, simplement, de différenciation entre NEXEM et FEAP. Pour les heures supplémentaires, je ne l'ai pas évoqué. La FEAP nous avait précisé qu'à la demande du ministère, d'ailleurs, vous avez vu, ils avaient fait une première décision unilatérale du 16 octobre, je crois, qui ont ensuite été annulées et remplacées par 2 décisions unilatérales pour la prise en compte de l'indemnité Ségur dans le taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires. Donc, décision unilatérale FEAP, elle exclut expressément cette prise en compte. NEXEM nous dit au contraire que l'indemnité mensuelle Ségur est prise en compte, le cas échéant, pour l'appréciation du salaire de référence servant de base au calcul des heures sup et complémentaires. Donc ça, c'est une petite différence entre les 2 décisions unilatérales que quand même, je pense qu'il faut soulever parce que ça peut avoir une incidence pour vous, mais vous retrouvez tout ça dans les notes d'application. Donc d'une fois qu'on a posé le cadre, fixé les conditions d'application de la prime, les textes sont relativement courts, hein. Vous voyez, les décisions unilatérales font 2, 3, 4 pages, c'est assez court. En pratique, voilà, c'est une prime dont on a beaucoup entendu parler, et au final, quand ces décisions unilatérales sont tombées, il a fallu rapidement envisager leur mise en application. Et je sais que nous, au cabinet, voilà, on a eu un certain nombre de problématiques qui nous sont remontées, que je vais du coup vous évoquer. Je ne vous dis pas qu'il y a des solutions miracles, je ne suis pas là pour vous apporter, pour vous dire il faut faire ça. L'idée, c'est vraiment de vous faire remonter. Peut-être que vous avez les mêmes problématiques, peut-être que vous allez en soulever d'autres, et je serais très intéressée dans les questions de voir les difficultés que vous rencontrez pour qu'on puisse en échanger, qu'on puisse les faire remonter aussi, et surtout vous puissiez aussi les faire remonter, le cas échéant, à vos fédérations patronales, puisque évidemment, c'est ces fédérations qui vont faire un travail de lobby, ou en tout cas un travail de poids auprès du ministère, et pour justement régler ces problématiques. Donc, première difficulté pratique et juridique que nous ont remonté un certain nombre de clients, que j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure, c'est la question des salariés qui travaillent pour ou au sein de plusieurs établissements.
Vous êtes un certain nombre parmi vous à être des associations ou des fondations multi-activités, multisectorielles. Et donc, de fait, vous avez des salariés qui vont avoir la même ancienneté, la même qualification, la même formation et qui, au final, vont percevoir une rémunération différente au titre de l'indemnité Ségur. Le problème, c'est qu'on a une clé de répartition qui est fixée par Nexem et par la FEAP, mais finalement, ce n'est pas si simple. Parce que le salarié, il peut être affecté en établissement au sens ciré du terme, exercer son activité professionnelle au sein d'un établissement au sens physique du terme, mais il peut très bien travailler pour plusieurs établissements, et je pense notamment aux fonctions support. Nous, on a eu le cas comme ça d'un client qui avait des fonctions support qui travaillaient physiquement dans un établissement, mais qui partageaient leur activité pour plusieurs établissements. Et d'ailleurs, l'identification du temps de travail effectué pour tel ou tel établissement n'est pas toujours aussi simple. Alors, à première lecture, quand on lit les deux décisions unilatérales FEAP et Nexem, on est bien sur un critère purement, je pourrais dire, géographique. On nous parle d'un travail dans un établissement, au sein d'un établissement, et non pas pour un établissement. Ça peut vous paraître un détail, mais le problème, c'est que si demain vous avez un contentieux, et je ne vous le souhaite pas, mais malheureusement, on va y venir après sur les questions d'égalité de traitement, il n'est pas impossible qu'il y ait des contentieux qui se lèvent sur la question du paiement de l'indemnité Ségur. Et évidemment, si contentieux il y a, il faudra être en mesure de justifier que ce qui a été écrit signifie ça. Et là, le souci, c'est que au niveau de l'interprétation de la formulation des décisions unilatérales, on n'a pas de règles fixées par la loi. Le principe qui est posé par la Cour de cassation pour tout ce qui est accord collectif, convention collective, si le texte manque de clarté, on nous dit, alors je vais retrouver cet arrêt que je vais vous citer, je l'ai, la convention collective ou l'accord collectif, le cas échéant, doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, là en l'occurrence indemnité Ségur, on l'a vu, il n'y a aucun texte finalement qui la met en place, et en dernier recours en utilisant la méthode théologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Ce qui signifie que pour les accords collectifs, on va regarder vraiment la lettre du texte et non pas ce que les rédacteurs ont cherché à faire, quand bien même on a un préambule qui viendrait nous le sous-entendre. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour les contrats de droit commun, le principe il est complètement inverse. On nous dit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral du terme. Alors, là, on n'a pas d'accord collectif, c'est bien le problème, on a deux décisions unilatérales, recommandations patronales, et donc du coup, on n'a pas de précision sur comment on doit l'interpréter en cas de problème, justement, sur son interprétation. À notre sens, et vraiment c'est une pure position, un avis pour l'instant, c'est que dans la mesure où le texte des décisions unilatérales FEAP, mais également de Nexem, parce qu'on voit qu'eux-mêmes mentionnent le terme d'accord dans leurs recommandations patronales, est directement issu de projets d'avenant qui avaient été soumis aux organisations syndicales, on peut faire parallèle avec la logique qui réside dans l'application des conventions collectives et donc devoir faire une interprétation littérale du texte. Alors là, je suis vraiment sur un débat juridique, mais qui au final peut avoir des incidences pratiques, parce que si on lit par exemple la décision unilatérale FEAP, elle s'attache au lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Ce qui veut dire que le critère de versement de l'indemnité Ségur, ce n'est pas le rattachement administratif ou contractuel, mais l'établissement pour lequel effectue, ou l'établissement justement pour lequel va effectuer un travail le salarié, mais l'exercice effectif, total ou partiel, de son activité au sein de cet établissement. Ce qui veut dire qu'on peut aussi avoir un autre problème pour les salariés qui vont travailler habituellement dans un établissement qui est éligible à l'indemnité Ségur et qui, pour une raison X ou Y, va temporairement travailler au sein d'un autre établissement de l'association. Ça peut être pour un remplacement, par exemple, ou pour un renfort. Dans cette hypothèse, si l'établissement dans lequel il va temporairement être affecté n'est pas éligible à l'indemnité Ségur, le fait est que, temporairement, cette indemnité sera suspendue pour ce salarié. Ce qui, évidemment, peut vous poser des difficultés si vous faites des remplacements inter-établissements. Si le salarié sait qu'en allant dans tel établissement, il ne bénéficie plus de l'indemnité Ségur, vous pourrez rencontrer des problèmes. Évidemment, vous pouvez toujours faire du plus favorable et maintenir le paiement de cette indemnité Ségur, mais en théorie, il n'y aurait pas les financements correspondants. Donc là, voilà, on a un décalage finalement entre la lettre des décisions unilatérales et l'application pratique, en particulier pour les associations qui sont multisecteurs, multi-établissements et qui en plus ont parfois une mobilité inter-établissement. Donc ça, c'est le premier risque, en tout cas, problème que nous, on a pu identifier à travers nos clients.
Deuxième volet, et j'ai cru le voir passer dans les questions, c'est la question de l'inégalité de traitement. Alors évidemment, on a une première inégalité qui est sociale et qui n'est absolument pas contestée, c'est-à-dire que vous le savez, la FEAP, Nexem ont d'ailleurs lancé une communication sur les réseaux sociaux, pourquoi pas moi. Les fédérations patronales comme les organisations syndicales militent pour avoir une extension de l'indemnité Ségur aux autres secteurs du handicap, de l'insertion, de l'aide à domicile, etc. Vous le savez, c'est dans le cadre notamment de la mission Laforcade. Pour l'instant, on n'a aucun retour, aucune conclusion sur ce sujet-là. L'inégalité sociale, elle est réelle, elle est comprise de toutes, et c'est un problème. Mais juridiquement, le problème, il n'est pas là, il est sur l'inégalité de traitement au sens du Code du travail. Évidemment, cette question, elle va se poser, puisque comme je l'ai évoqué, on a des salariés qui vont avoir une formation identique, un diplôme identique, une qualification, une ancienneté identique auprès d'un même employeur, parce qu'en droit du travail, l'employeur, ce n'est pas l'établissement, ce n'est pas l'établissement gestionnaire, c'est bien l'association ou la fondation. La personne morale, c'est elle. Donc évidemment, on a un employeur commun, mais des conditions de rémunération différentes qui reposent, et je vais y venir, non pas sur un texte légal, puisque l'indemnité Ségur n'a pas été prévue par la loi ou par un texte réglementaire, mais par des décisions unilatérales. Donc on a une inégalité. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas, on a en droit du travail un principe d'égalité en matière de rémunération, dès lors que, c'est important, les salariés sont placés dans une situation identique. Or, le principe d'égalité de traitement, il implique en tout premier lieu de se poser la question, est-ce que mes deux salariés sont placés dans une situation identique? Qu'est-ce qu'on entend par situation identique? Je vous renvoie à l'article L 3221-4 du Code du travail qui vise l'égalité professionnelle homme-femme, mais c'est sur ce texte-là que se base la jurisprudence pour venir poser tous ces arrêts relatifs à l'égalité salariale, que ce soit entre les femmes et les hommes, mais plus largement entre les salariés. Et ce texte nous dit sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. À la lecture de ce texte-là, vos deux salariés qui ont la même ancienneté, le même diplôme et qui font le même travail, ils rentrent bien dans la même situation. Donc de fait, le principe d'égalité de traitement vient s'appliquer à ces salariés. On a d'ailleurs un arrêt de la Cour de cassation que je vous remettrai dans le compte-rendu, donc qui est du 8 juillet 2020, qui est assez récent, où la Cour de cassation vient nous dire que les salariés appartenant à une unité opérationnelle différente, donc ça peut être deux établissements différents ou deux services différents, ne sauraient suffire à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Donc là, vous comprenez bien que ce principe, il vient s'appliquer à vos salariés. Donc en cas de litige, un juge, il est quasiment certain, j'en mets ma main à couper, qu'il va venir dire « le principe d'égalité de traitement s'applique à votre situation ». Maintenant, on a un principe, c'est que en matière d'inégalité de traitement, on peut comment dire, y déroger dès lors que cette dérogation, cette différence de traitement, elle est justifiée par des circonstances objectives, des éléments objectifs et pertinents qui viennent justifier cette différence. Vous le savez peut-être, quand les différences de traitement, elles sont prévues par accord collectif, que ce soit d'établissement, d'entreprise, convention collective, on a une présomption de justification de ces différences de traitement. Alors, on a eu un arrêt du 3 avril 2019 qui est venu tempérer ça, je vous l'expliquerai, je vous le détaillerai dans le compte-rendu, mais en tout état de cause, cette exception s'applique toujours pour les salariés qui sont affectés à des sites différents. Donc, si on a un accord d'entreprise qui nous prévoit des différences de rémunération entre salariés appartenant à des établissements différents, le principe, c'est que cette différence de traitement, elle est présumée justifiée. D'accord ? À charge après pour le salarié de venir prouver qu'en réalité, cette différence, elle résulte d'aucune considération, et je dis bien aucune, de nature professionnelle ou en tout cas objective. Nous, notre problème, c'est que nos primes, nos indemnités, Ségur, ne sont pas prévues par accord collectif, elles sont prévues par décision unilatérale. Ce qui explique que finalement, on n'a pas application de ce principe de présomption de justification des différences de traitement. Du coup, faute de disposition légale, faute d'accord collectif, vous devez être en mesure de justifier en cas de contentieux que la différence de rémunération, elle est justifiée par des considérations objectives. Et le problème, c'est qu'on n'a aucune jurisprudence qui aujourd'hui vient nous dire les considérations d'ordre budgétaire sont une cause objective professionnelle permettant de justifier une inégalité de traitement. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des contentieux sur le sujet de salariés, d'organisations syndicales qui viennent justement contester l'application du principe d'égalité de traitement au sein des associations et des fondations appliquant ces décisions unilatérales.
Autre problématique, évidemment, qui va découler, et ça vous intéresse sur le volet budgétaire, j'en doute pas, la question des financements et des surcoûts liés au paiement de l'indemnité Ségur. Alors, vous le savez, cette indemnité, elle est financée par des crédits de l'assurance maladie. C'est une enveloppe budgétaire à la base qui est globale au niveau national. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et d'ailleurs, ce n'est pas mon rôle ni ma compétence de développer les questions budgétaires. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre d'établissements vont avoir un décalage qui peut être très important entre l'enveloppe budgétaire qui va vous être versée et le coût réel de l'indemnité Ségur pour votre établissement. Déjà parce que la circulaire du 2 novembre 2020 de la DGOS nous dit on se base sur les ETP moyens rémunérés déclarés au titre de la SAE 2019. Donc au final, l'enveloppe elle a été calculée à partir des effectifs déclarés dans la SAE 2019 et non pas en fonction de vos effectifs au réel. On n'est pas... Alors, je sais qu'il va y avoir potentiellement des évolutions sur le sujet, par exemple prendre en compte la DSN, ce genre de choses, mais en tout cas, à date, il peut y avoir un décalage entre vos effectifs qui bénéficient d'indemnité Ségur et les effectifs qui ont servi au calcul de votre indemnité. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et au final, au-delà de cette question déjà de base de calcul de l'enveloppe budgétaire, on se rend compte que l'indemnité Ségur, compte tenu de l'application du droit du travail, va entraîner un surcoût qui n'a pas été pris en compte dans le financement. Je pense en particulier au remplacement dans les associations, les fondations. On sait qu'on a un secteur qui, malheureusement ou heureusement, enfin en tout cas, recourt quand même beaucoup au contrat court, recourt au remplacement, et donc de fait, cette indemnité elle est prise en compte dans le versement de l'indemnité de précarité pour les CDD, dans l'indemnité de congé payé qui leur est versée. On a un maintien de salaire pour les salariés absents pour maladie qui vont donc bénéficier du maintien d'indemnité Ségur, plus le paiement d'un CDD de remplacement qui lui aussi va devoir bénéficier de cette indemnité Ségur, puisque on l'a dit, CDI, CDD, même combat, il faut payer cette indemnité, on va donc la payer 2 fois. Pareil pour les salariés malades, vos IJSS, ils sont calculés par rapport au mois précédent l'arrêt. Donc, par exemple, les salariés qui sont malades depuis un certain temps dans vos établissements, de fait, les IJSS ne tiennent pas compte de l'indemnité Ségur que pourtant vous, en tant qu'employeur, vous êtes tenu de verser dans le cadre du maintien de salaire. Donc, tout ça, c'est des écarts budgétaires entre finalement le coût qui a été estimé de l'indemnité Ségur et le coût réel. Alors, je ne vais pas vraiment développer cette partie-là parce que de toute façon, ce n'est pas tranché aujourd'hui. Contrairement à ce qui avait été prévu pour la prime Covid, vous le savez, il n'y a pas eu de campagne budgétaire qui a été menée en amont, ce qui explique ces décalages. D'après les fédérations patronales du secteur, on aurait potentiellement une campagne de rattrapage en 2021 avec des enquêtes justement pour voir au réel ce qu'auraient coûté les paiements d'indemnité Ségur pour pouvoir justement vous verser une enveloppe complémentaire. Mais en tout cas, à date, le fait est que vous aurez potentiellement pas l'enveloppe suffisante pour couvrir tous les coûts de l'indemnité Ségur. Alors, petit point, je sais que voilà, on a quelques clients qui nous ont suggéré, alors adhérents à la FEAP, parce que Nexem n'a pas prévu cette subtilité, on a peut-être un garde-fou qui a pu être posé dans la DE FEAP, puisque la DE FEAP, vous le savez, enfin vous le voyez peut-être en fin de DE, elle fixe une condition, ce qu'on appelle une condition suspensive. Elle vous dit, alors je retrouve l'article, elle conditionne le versement de l'indemnité forfaitaire Ségur à l'octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. À défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l'établissement concerné ne sera pas tenu de verser l'indemnité. Alors, le problème, là encore, c'est comment on interprète cette condition suspensive. Est-ce que la structure elle a l'obligation de verser l'indemnité Ségur à tous ses salariés éligibles dès lors qu'elle perçoit par ses financeurs le financement spécifique correspondant à l'intégralité des financements nécessaires, ce qui de toute façon ne sera pas le cas pour beaucoup, puisque comme je l'ai évoqué, il y a des paramètres au réel qui font que même si vous percevez les dotations budgétaires, en pratique, ça ne couvre pas l'indemnité Ségur. Ou est-ce que l'association a l'obligation de verser l'indemnité à tous les salariés éligibles dès lors qu'elle perçoit le seul financement correspondant à celui qui est prévu par l'indemnité budgétaire? Alors, il y en a certains qui vont tenter de se jeter vers la première option en disant « tant que je n'ai pas l'argent complet, je ne verse pas ». Cette position, elle est évidemment risquée, puisque vous aurez des contestations nécessairement de salariés d'organisations syndicales. Et je sais qu'il me semble que la position de la FEAP, et c'est en tout cas ce qui paraît assez logique, c'est que dès lors que vous percevez vos dotations budgétaires, vous devez verser l'indemnité, quand bien même elle ne couvrirait pas tous les coûts, à charge ensuite, dans le cadre de la campagne de rattrapage, d'essayer d'obtenir un versement complémentaire. Mais voilà, ça peut être une tentative de venir dire j'ai une condition suspensive, je n'ai pas tous les fonds et dans ce cas-là, j'attends pour verser.
Ça peut se tenter. Ça peut être précisé par accord collectif, de venir dire tant que nous n'avons pas l'intégralité des fonds nécessaires, nous ne versons pas. Voilà. Mais c'est un point qui a été relevé. Effectivement, cet article dans la décision unilatérale est là pour une raison qui est simple, c'est que tant que vous n'avez pas les fonds, ou en tout cas perçu un minimum de dotation, vous n'êtes pas tenu de verser cette indemnité. Alors, d'une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a soulevé ces problématiques, quelles sont vos marges de manœuvre, vous, au niveau de vos associations, de vos établissements, pour pallier le risque d'inégalité de traitement? Vous pouvez évidemment, si vous avez les fonds propres nécessaires ou si vous arrivez à obtenir des financements complémentaires, verser l'indemnité Ségur ou une indemnité ad hoc finalement à l'indemnité Ségur aux salariés qui ne sont pas éligibles. Ça pourrait être prévu par décision unilatérale, accord collectif. C'est évidemment tout à fait possible. On peut toujours faire du plus favorable. Dans cette hypothèse-là, je vous recommande vraiment pour ceux qui peuvent le faire, de bien encadrer les conditions et les critères de versement, de bien prévoir une clause justement relative aux évolutions potentielles de l'indemnité Ségur, dans l'hypothèse où elle serait étendue au secteur du handicap, etc. Cet accord collectif, cette décision unilatérale ne s'appliquerait plus, puisque évidemment, on peut avoir des évolutions en 2021, on l'espère. Donc voilà, si vous versez, vous étendez le versement à d'autres salariés, anticiper cette question quand même de la réversibilité du versement de cette prime, c'est important. Plus largement, vous pouvez conclure un accord collectif, qu'il soit plus favorable ou moins favorable à la décision unilatérale FEAP ou NEXEM. Vous le savez, accord collectif d'entreprise prime tant sur la convention collective, sauf certains cas particuliers, et sur les décisions unilatérales prises au niveau de la fédération. Ce qui fait que vous pouvez très bien conclure un accord en maison qui viendrait revoir les modalités, les critères, et qui viendrait substituer de plein droit finalement à l'application des DE, FEAP et NEXEM. Dans ce cas-là, si vous êtes sur un accord collectif, je vous rappelle que vous avez la présomption de justification des différences de traitement, ce qui peut être intéressant quand même sur le plan en tout cas de l'accord collectif plutôt que de la décision unilatérale. Alors, en pratique, sur ce qu'on peut faire et sur ce que certains clients nous ont remonté ou peuvent envisager de faire, voilà, on n'a pas encore beaucoup de retours. L'indemnité Ségur, elle est très récente. Les partenaires sociaux, voilà, vous avez pour la plupart clôturé vos NAO en 2020. Très souvent, on a juste mentionné, voilà, on verra pour l'indemnité Ségur comment on règle ça en 2021. Mais il y a encore très très peu d'accords collectifs pris sur le sujet. Donc effectivement, s'il y en a, ce sera plutôt au cours du premier semestre 2021. Mais on pourrait très bien envisager un accord collectif qui viendrait reprendre la décision unilatérale FEAP ou NEXEM en précisant que le versement s'applique à l'ensemble des catégories de salariés éligibles, mais au prorata du temps de travail effectué pour le compte d'un établissement et non pas au sein d'un établissement, ce qui peut permettre de modifier la clé de répartition temps de travail pour un établissement au sein d'un établissement. Comment je gère la répartition finalement du versement de l'indemnité Ségur? C'est tout à fait possible. On pourrait prévoir aussi, ça pourrait s'envisager, un versement égalitaire de l'indemnité Ségur à tous vos salariés éligibles, quel que soit l'établissement, établissement de santé, EHPAD, mais aussi autre établissement, sous réserve de la limite de l'enveloppe budgétaire que vous percevez pour ce versement. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, mais on viendrait finalement en pratique réduire le montant de l'indemnité Ségur pour l'étendre à plus de monde. Est-ce que c'est une bonne option ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. On peut aussi prévoir, et c'est d'ailleurs la difficulté, c'est-à-dire que vous rencontrez potentiellement des difficultés, vous allez rencontrer des difficultés de recrutement ou en tout cas pour garder vos salariés, puisque évidemment, maintenant, on a une concurrence entre le privé et le public et entre les EHPAD, les établissements de santé et le social et le médico-social. De fait, comment on fait pour garder nos salariés ou en tout cas attirer les candidats? Alors évidemment, on peut prévoir tout un tas de mesures de qualité de vie au travail, mettre en place du télétravail, des mesures attractives, mais on ne va pas se mentir, l'argent c'est le nerf de la guerre, et si au final un salarié a plus de 2 000 € d'écart à la fin de l'année sur sa rémunération, il va choisir un établissement éligible à l'indemnité Ségur. Il est tout à fait possible de prévoir par exemple des compléments de coefficients de points pour certains types de personnel où vous rencontrez des difficultés de recrutement, tout comme vous pouvez mettre en place ce qu'on peut appeler des primes incitatives à l'embauche, en fait, ce qui implique d'identifier dans vos établissements quelles sont les catégories de personnel où vous rencontrez depuis quelques mois des difficultés de recrutement ou des vagues de départ, ce qui fait que vous avez des difficultés à assurer un maintien des effectifs. Et pour ces catégories-là, vous pourriez prévoir une prime à l'embauche, le versement d'une indemnité ad hoc,
des compléments de points, ça pourrait être des choses qui pourraient être envisagées. Ce qui implique quand même de justifier pourquoi vous appliquez ça à ces personnels. Et la raison, c'est les difficultés d'embauche, de recrutement ou de maintien des salariés en poste, ce qui devrait évidemment être justifié dans votre décision unilatérale ou dans votre accord collectif. C'est une option. Ça peut se faire. Évidemment, il faut les budgets, il faut les fonds. On est toujours à ce sujet-là. Mais c'est des options qui peuvent être envisagées. De toute façon, toutes ces options-là impliquent, quand vous êtes par accord collectif, d'avoir l'aval de vos organisations syndicales, ce qui fait que tout va dépendre de votre dialogue social, de vos négociations annuelles en matière salariale, mais il est quasiment sûr que dans vos NAO 2021, le versement de l'indemnité Ségur sera potentiellement mis sur la table par les organisations syndicales. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation, en tout cas pour avoir balayé tout le volet indemnité Ségur. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je crois qu'il y en a un certain nombre, Noémie. Alors, concernant les questions, alors, il y en a certaines auxquelles vous avez répondu quasiment immédiatement. Il y a certains vœux qui ont été exaucés en direct. Je rappelle juste quand même qu'on se concentre sur les questions en droit social et non pas sur les aspects budgétaires qui peuvent dépendre ensuite de chaque autorité de tarification ou en tout cas d'éléments qui ne sont pas encore définis ou connus, comme le rappelait Cécile. Alors, sur les aspects, on va dire, un peu plus droit social, peut-être... voilà, quand effectivement il y a un employeur applique plusieurs conventions collectives, la 66 et la 51, c'est comment se répartit l'application de ces deux recommandations ou de ces deux décisions unilatérales? Alors, c'est effectivement une bonne question, puisqu'un certain nombre de structures multi-activités appliquent effectivement les deux conventions collectives. Bon courage, ce qui est toujours très simple en pratique. Là encore, on se réfère à ce qu'on a évoqué, Noémie, au tout début, c'est pourquoi et à quel titre vous appliquez la convention collective. Vous êtes tenu d'appliquer la décision unilatérale FEAP ou NEXEM que si vous adhérez à cette fédération. Je ne pense pas, ou en tout cas, je ne l'ai pas encore vu, que vous adhériez aux deux fédérations patronales. Ce qu'on voit en pratique, en tout cas nous, pour la plupart de nos clients qui appliquent les deux conventions collectives, on va avoir une adhésion à la FEAP et on va avoir une application volontaire de la convention collective 66 par exemple pour telle ou telle structure ou dans le cadre de ce qu'on va appeler un centre d'activité autonome, là on est sur des questions juridiques, mais souvent ça se passe comme ça. Et en fait, vous êtes tenu d'appliquer la décision unilatérale patronale de la fédération à laquelle vous adhérez. D'accord ? Donc si vous adhérez à la FEAP et que vous appliquez la convention collective 66 pour certains établissements, la décision unilatérale qui va s'appliquer, c'est bien la décision unilatérale FEAP. Ça aurait été plus compliqué s'il y avait eu des accords collectifs, pour le coup, qui avaient été conclus par nos organisations syndicales au niveau de la branche. Ce n'est pas le cas, c'est des décisions unilatérales, donc vous n'êtes engagé que par la fédération à laquelle vous adhérez réellement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question, mais effectivement, un certain nombre de personnes sont concernées par ce sujet. Et alors, Cécile, concernant ces risques d'inégalité de traitement, voire de discrimination, on vous demande aussi s'il n'y a pas un risque quand même de discrimination si, dans le cadre de la FEAP, on exclut d'un établissement FEAP, on exclut les contrats aidés, les apprentis. Effectivement. Alors, je n'ai pas évoqué la question de la discrimination. C'est vrai qu'on a souvent une confusion ou un parallèle qui est fait entre égalité de traitement, inégalité de traitement et discrimination. Parfois, il peut y avoir les deux. Là, en l'occurrence, la discrimination, pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un texte qui vienne vous dire ça, c'est de la discrimination. En droit du travail, on a une liste, je vous indiquerai l'article avec tous les critères discriminatoires. Vous verrez, le fait d'être affecté à tel ou tel établissement, par exemple, ce n'est pas un critère discriminatoire. Ça peut être un critère d'inégalité de traitement, mais la loi ne prévoit pas de motifs discriminatoires comme la religion, l'orientation sexuelle, etc., qui sont des critères légaux. Là, on n'en a pas. Donc, dans cette hypothèse-là, on n'a pas de risque au titre de la discrimination. De même que le contrat de travail, le type de contrat, que ce soit un contrat aidé, un CDD, un CDI, on a un risque au titre de l'inégalité de traitement. D'ailleurs, on nous dit les CDD, les CDI doivent être traités sur un pied d'égalité. Mais par contre, on n'a pas de motif discriminatoire qui est prévu par la loi. Du coup, si jamais cette question, je ne vous le souhaite pas, est soulevée par des organisations syndicales ou même dans le cadre d'un litige individuel ou collectif, sachez que la discrimination ne joue pas dans cette hypothèse-là. D'accord ? On n'a pas de motif qui est prévu par la loi, donc pas de discrimination. Par contre, on peut avoir un risque d'inégalité de traitement. Donc, voilà, c'est peut-être un des seuls points qui est complètement sécurisé à mon sens. Voilà, donc ne pas confondre l'inégalité de traitement et la discrimination, ce n'est pas du tout sur les mêmes éléments que cela porte. C'est ressenti, évidemment.
Voilà. Une autre question, donc, qui est concerné par cette indemnité Ségur? C'est dans le cadre des salariés qui sont mis à disposition. Oui. Quand le salarié est mis à disposition d'un établissement où il pourrait être éligible, mais il dépend d'un autre établissement où il ne serait pas éligible. Alors, de ce que je comprends, on est sur... alors, déjà, il faut bien distinguer deux choses. La mise à disposition intra-association, fondation, ce qui se fait beaucoup dans les associations qui ont plusieurs établissements, où en fait, ce n'est pas vraiment une mise à disposition au sens du droit du travail. On est plutôt sur une mobilité temporaire du salarié. Dans ce cas-là, comme je l'ai évoqué, eh bien, en fait, le critère de rattachement, c'est le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, ce qui fait que si le salarié travaille habituellement au sein d'un établissement éligible et rattaché contractuellement, et alors sauf pour Nexem, mais pour la FEAP, est rattaché contractuellement à cet établissement et même administrativement pour la paye, s'il va temporairement travailler, s'il est mis à disposition d'un autre établissement de l'association qui n'est pas éligible, il perd en théorie le bénéfice de l'indemnité Ségur pour cette période-là. Si on est dans le cadre d'une vraie mise à disposition au sens du Code du travail, donc on parle de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, il y en a aussi beaucoup dans le secteur, dans ce cas-là, c'est vraiment l'établissement au sein duquel le salarié est amené à travailler. Et c'est pareil, si jamais vous avez une convention de mise à disposition qui est conclue avec une autre association, un autre employeur, un même ordre associatif, qui vous met à disposition un salarié et que ce salarié mis à disposition vient travailler dans plusieurs de vos établissements, bah c'est à chaque fois le lieu d'établissement sur lequel il va être amené à travailler qui va compter pour la prise en compte de l'indemnité Ségur. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Ça implique quand même d'avoir un suivi en pratique du temps de travail, en tout cas réalisé au sein de chaque établissement. Et ça peut être aussi une clause à prévoir et à rappeler dans vos conventions de mise à disposition qui sont conclues avec vos partenaires avec qui vous pouvez conclure ce genre de convention. Donc en fait, le raisonnement est identique pour les salariés mis à disposition. Il n'y a pas de particularité. D'accord, merci Cécile. Alors tout à l'heure, vous nous disiez que c'était bien un élément de salaire et qu'il fallait le considérer comme tel avec tout ce que ça pouvait avoir comme impact en termes de cotisation. Ouais. On a une question qui est, n'existe-t-il pas un risque de rappel de salaire en cas d'exclusion de l'indemnité dans le paiement majoré des heures supplémentaires? Alors, dans le paiement majoré des heures supplémentaires, pour Nexem, c'est prévu. Pour la FEAP, non. Faut savoir que quand vous prenez une décision unilatérale et que vous mettez en place un élément de rémunération plus favorable que ce que vous avez déjà, ce qui est le cas de l'indemnité Ségur, elle n'est pas prévue par la convention collective, j'ai envie de vous dire, vous faites un petit peu ce que vous voulez sur les modalités d'attribution de cette prime et sur ces modalités de prise en compte pour un certain nombre d'autres éléments de rémunération. C'est le choix qui a été fait par la FEAP, alors choix un petit peu le couteau sous la gorge, en tout cas c'est ce que nous dit la FEAP par rapport à ce qu'avait demandé le ministère, et en tout cas à mon sens au niveau de la 51, quand vous adhérez à la FEAP, il n'y a pas en théorie de risque de rappel au titre des heures supplémentaires parce que la décision unilatérale est assez claire là-dessus. Alors clair oui et non, parce que c'est vrai que ce qui se passe c'est que la prise en compte dans l'assiette des heures supplémentaires était prévue dans la première décision unilatérale. Et en fait, ce paragraphe a été supprimé de la deuxième DUE sans qu'on vienne nous dire noir sur blanc, c'est exclu de l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Il pourra y avoir un débat sur le sujet-là, évidemment. Si débat il y a, il faudra évidemment produire la première décision unilatérale FEAP avec le annuler en place la nouvelle décision unilatérale. On voit bien que cette clause a été supprimée. Application littérale, c'est que a priori, ça ne doit pas être pris en compte dans l'assiette du paiement des heures supplémentaires. Mais ça pourrait être un sujet à contentieux, je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, cette prime va poser des difficultés et pour les heures supplémentaires, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de risques compte tenu de ce qui est prévu par les DUE. Alors Cécile, il y a plusieurs questions qui concernent les personnels qui seraient en arrêt maladie en termes de rétroactivité, mais aussi de retraitement des arrêts maladie de fin d'année dernière. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez quelques éclaircissements sur le sujet? Alors, pour les arrêts maladie, le principe, c'est que dès lors, alors si je comprends bien les questions, je ne les ai pas sous les yeux, je ne les ai pas regardées, mais... alors, si vous voulez, je peux vous le lire. C'est alors, il y a une question, c'est rétroactivité et arrêt maladie, point d'interrogation, et puis le retraitement des arrêts maladie de septembre à décembre est-il obligatoire? Quid de l'actualisation des indemnités en cas de subrogation? Ouais. Effectivement, alors ça c'est un petit peu ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Dès lors que vous avez un maintien de salaire obligatoire, c'est un petit peu comme pour ceux qui ont quitté les effectifs depuis, si vous voulez. C'est-à-dire que le principe, c'est que cette prime, elle est d'application rétroactive. Vous le savez d'ailleurs, si vous n'avez pas commencé à la verser et que vous attendez vos financements, le principe, c'est que vous devrez rétroactivement verser le montant de l'indemnité Ségur à vos salariés et à vos salariés qui sont en situation de maintien de salaire. Donc effectivement, il devrait y avoir un rappel et une rétroactivité pour eux.
Ça, c'est le principe. Et effectivement, le problème, c'est qu'il y aura potentiellement un décalage entre les IGSS qui auront été perçus et le complément employeur qui sera du coup plus important. Mais effectivement, il y a une rétroactivité sur ce point pour les salariés qui sont absents actuellement, qui l'étaient en septembre et qui le sont même depuis longue durée. Vous avez un salarié qui est absent depuis 10 mois, depuis 1 an. Il doit percevoir, s'il a le maintien de salaire, l'indemnité Ségur à partir de septembre 2020. Donc oui, effectivement, il y a une rétroactivité, ce qui implique une gestion en termes de paye assez complexe. Merci Cécile. Alors, on a déjà un petit peu dépassé le temps de ce webinaire, donc je vois encore 2 groupes de questions si vous voulez bien. Et puis ensuite, pour le reste, n'oubliez pas que vous aurez accès à un compte-rendu après ce webinaire qui permettra de répondre à toutes les questions. Alors, je suis désolée Noémie, je vous coupe juste, je vois une question sur les carences. Effectivement, nous l'avez posé cette question-là, je rebondis juste parce que c'est en lien. Ouais, c'est en lien avec ce que je viens d'évoquer. Pour la question des carences, dès lors qu'il y a une carence qui s'applique, il y a aussi une carence pour l'indemnité Ségur. Ce qui fait que si vous avez une carence de 3 jours qui est prévue, votre indemnité Ségur, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, il faudra la proratiser en faisant un abattement sur ces 3 jours. Effectivement, c'est une indemnité qui est forfaitaire, mais vu que c'est un salaire et que ce n'est pas une indemnité, elle suit le même régime que le salaire et donc elle doit être retranchée des jours de carence. Tout comme les absences injustifiées, les absences autorisées non rémunérées, etc. C'est le même raisonnement. D'accord. Alors, on avait une question qui concernait, donc, dans le cas où l'employeur décide d'un accord collectif, qu'il soit plus ou moins favorable que la décision unilatérale, est-ce que la demande d'agrément s'impose au titre des financements publics ? Alors ça, c'est une question qui n'a en soi rien à voir avec la question de l'indemnité Ségur. C'est une question d'application de l'article L314-6 du Code de l'action sociale et des familles. Le principe, c'est que si vous êtes sous CEPOM, vous n'avez pas d'obligation de faire agréer vos décisions unilatérales et vos accords collectifs. Du coup, non, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Si vous n'êtes pas sous CEPOM, vous devez effectivement engager la procédure d'agrément, étant rappelé que normalement, le texte, l'accord collectif ou la DUE, ne peut entrer en vigueur qu'une fois l'agrément obtenu de façon explicite ou implicite. Après, vous pouvez prévoir une entrée en vigueur rétroactive dès lors que vous obtenez l'agrément. Donc en fait, ça va dépendre de votre structure, si votre établissement est sous CEPOM ou pas. Et si vous êtes une association multi-établissements avec seulement certains de vos établissements sous CEPOM, ce qui arrive fréquemment, dans ce cas-là, il faudra soumettre le texte à l'agrément dès lors qu'il est conclu au niveau national, pour permettre une opposabilité au niveau local quand on n'a pas de CEPOM. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et puis, alors, dernier groupe de questions qui concernait vraiment le type de profession éligible à cette indemnité. Est-ce que tous les cadres sont concernés dans les établissements et services? Et puis, dans un EHPAD qui dépend de la 51, est-ce que c'est aussi l'ensemble du personnel ou uniquement le personnel paramédical, médical? Alors, au niveau du personnel concerné, oui, les cadres sont tous concernés, effectivement. La seule exclusion qu'on a, c'est pour les médecins, mais effectivement, tous les cadres sont concernés, sont éligibles. D'ailleurs, qu'on soit sur des professions paramédicales ou sur des professions fonctions support. Donc, effectivement, les cadres sont éligibles. De toute façon, dès lors qu'on n'est pas dans des exclusions, ça s'applique. Pour ce qui est des EHPAD, le principe, c'est exactement le même que pour les établissements de santé. Sont éligibles tous les salariés, sauf les salariés médicaux. Donc, effectivement, vous aurez l'ensemble de vos salariés qui seront éligibles. Voilà. On n'est pas du tout sur une distinction catégorie professionnelle, classification, cadre ou non cadre. Là, l'idée, c'est vraiment d'exclure le personnel médical. Mais par contre, il n'y a pas d'exclusion outre mesure. Très bien. Écoutez, Cécile, si vous semble qu'on a fait le tour de ce sujet-là qui est éminemment complexe et puis qui a aussi des volets budgétaires très importants, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on puisse vous proposer de regarder en replay ce webinaire tout de suite dès la fin, si vous voulez enquiller sur une deuxième session. Je vois, Noémie, que Anne Gassi nous dit attention, exclusion des personnels sièges, oui, évidemment. C'est-à-dire que les fonctions, je vous permets de vous couper parce que c'est une question qui peut revenir. Évidemment, vos fonctions support sont éligibles, mais si ces fonctions support, elles sont exercées au sein d'un siège, le siège, en tant qu'établissement, n'est pas éligible à l'indemnité Ségur. Donc là encore, évidemment, si vous avez un salarié, admettons, un gestionnaire de paye qui est dans un établissement éligible, eh bien, il sera éligible. Si par contre, il travaille au sein d'un siège pour cet établissement, il n'y aura aucune éligibilité. Donc, petite précision, c'est tout.
Eh bien, un grand merci, Cécile, pour toutes ces explications, ces précisions et surtout, je le vois dans les commentaires, pour la clarté de votre exposé, pour avoir éclairé ainsi nos lanternes. Merci aussi à tous pour votre présence avec nous ce matin, d'avoir suivi ce webinaire. Vous pourrez donc, comme vous l'a dit, accéder à un replay du webinaire. On vous fera aussi parvenir un compte-rendu qui permettra aussi de répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Et puis, bien entendu, vous pouvez retrouver plus d'articles et de conseils sur le sujet et sur beaucoup d'autres dans le magazine Direction. Si ce webinaire vous a plu, s'il vous a aidé et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci encore à tous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt et surtout, vous pouvez continuer à poser vos questions, sondages, etc. On y répondra dans la mesure du possible. À très bientôt, merci. Merci Noémie. Merci Cécile.